Salut les guerriers. Dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons parler du danger cruel de ne pas anticiper. Et je vais prendre comme exemple les vendeurs Amazon FBA pour cette vidéo. Donc là, ce sera sur un format podcast. Donc vous avez juste à écouter cette leçon de stratégie et surtout à l'appliquer. Tout bon stratège doit pouvoir essayer, je dis essayer, d'anticiper le prochain coup de l'adversaire. Pour démarrer cette leçon, je vais parler d'un cas qui va sûrement parler aux plus anciens d'entre vous. Je vais parler de BlackBerry. Il y avait une époque où le téléphone professionnel, le téléphone de l'entrepreneur, c'était le BlackBerry. Celui des vrais, de ceux qui voulaient vraiment réussir. En 2008, BlackBerry revendique 25 millions d'utilisateurs dans le monde. Et il chiffre à 20 milliards de dollars. C'est à la fois un téléphone portable, un agenda électronique, un ordinateur de poche, et le positionnement du BlackBerry est vraiment spécifique. Et la messagerie instantanée du BlackBerry fait la différence sur le marché des smartphones. Comme je disais précédemment, le positionnement stratégique de BlackBerry, c'est le professionnel. Mais en fait, tout le monde, toutes les classes de la société, toutes les couches de la société voulaient un BlackBerry. En 2013, BlackBerry ne vaut plus que 3 milliards. Donc ils sont passés de 20 milliards à 3 milliards. Ils sont pratiquement annihilés du marché du smartphone. En 2007, l'iPhone arrive sur le marché. Bon, il a un écran tactile et il combine à la fois la messagerie et Internet. Et Mike Lazaridis, qui est le directeur général de RIM, RIM c'est BlackBerry, ne croit pas en tout ça. Ne croit pas en l'écran tactile, etc. Il ne croit pas à ce genre de nouveauté. Pour rappel, la messagerie du BlackBerry est une messagerie spécifique. C'était eux qui géraient toute la messagerie. C'était vraiment un canal spécifique. Il fallait s'inscrire dans leur messagerie en plus d'avoir le BlackBerry. Je vous dis ça parce que j'en avais un. Donc c'était un système particulier. Et donc le directeur de BlackBerry pense que cette offre est impossible. Parce que pour lui, les réseaux ne pourront pas transmettre toutes ces données. Et il avait raison pendant les 2 premières années de l'iPhone. Mais au final, ça va fonctionner. Et malheureusement, BlackBerry va cumuler 2 années de retard sur Apple parce qu'ils n'ont pas anticipé. Malheureusement, il y a d'autres événements qui vont provoquer cette chute, comme la bataille de brevets aux États-Unis en 2009 ou encore la paralysie, la panne mondiale des BlackBerry en 2011. Pendant plusieurs jours. Et ça, c'est pas pardonnable. Le cœur de cible de BlackBerry, c'était les professionnels. Et donc, les professionnels commencent à faire une transition vers d'autres marques et n'ont plus confiance en la marque BlackBerry. En 2013, BlackBerry veut redorer son image. Donc, elle travaille son image. Et BlackBerry choisit comme égérie Alicia Keys. Sauf que, malheureusement, il va avoir encore une boulette. C'est que cette personne a été pris en train de tweeter depuis son iPhone, alors qu'elle représente BlackBerry. Ça peut pas passer. Et donc, c'est en 2011, donc 4 ans après le premier iPhone, que BlackBerry prendra le virage du tactile. Je dirais même du tout tactile. À un moment, ils avaient des modèles hybrides qui mélangeaient des claviers, des symboles claviers et du tactile. En 2016, BlackBerry ne mentionne plus ses ventes de téléphones dans ses résultats annuels. Et donc, c'est Apple et Samsung qui deviennent les 2 grands géants. Ce que montre ce premier cas, c'est que même si vous êtes en haut de l'affiche, même si vous êtes à un certain niveau, au niveau que vous voulez atteindre, que vous êtes leader, il faut anticiper le coup d'après. Là, BlackBerry a accumulé du retard sur le marché, par peur de vouloir faire un choix difficile. Le tactile, le positionnement, les stores d'applications, les dépenses en termes d'image de marque. En fait, ils ont fait boulette sur boulette. Ils ont accumulé différentes erreurs. Et malheureusement, ils n'existent plus. Ils sont quasiment, c'est le néant sur le marché du smartphone. Ça veut pas dire qu'ils pourront pas faire un jour leur comeback, mais ça va être difficile. Ça me rappelle aussi le cas de Yahoo. Yahoo était numéro 1 il y a plusieurs années et ils sont fait détrôner par Google. En plus, les créateurs de Google, les fondateurs de Google, voulaient vendre leur entreprise à Yahoo pour 1 million. Mais Yahoo n'a pas accepté. Et donc, pourquoi je dis que les vendeurs Amazon FBA devraient se méfier d'Amazon et chercher à être plus indépendants? Toujours pour anticiper. En décembre 2017, le cabinet d'intelligence économique L2 a dévoilé au grand public l'existence d'une 40aine de marques qui étaient secrètes et qui appartenaient
à Amazon. Et ça a été découvert par une analyse rigoureuse des registres de propriété intellectuelle aux États-Unis. Et pourquoi Amazon n'en parlait pas à cette époque? Je vous mets une petite liste des marques. La lingerie Arabella, les cosmétiques Beauty Bar, les outils Denali, les chaussures pour hommes Franklin et Freeman, et peut-être qu'on a tous acheté ce genre de produits sans le savoir, mais on ne savait pas qu'elles appartenaient à Amazon. En août 2017, il y avait déjà eu des révélations par des journalistes, et ils avaient révélé qu'il y avait déjà 19 marques seulement référencées sur le site d'Amazon. Et donc ça suscite un peu l'intérêt. Lorsque tu vois Amazon Basic ou Amazon Éléments, tu sais tout de suite que ça appartient à Amazon. En 2013, Amazon Basic était une gamme proposant 1500 articles courants et Amazon Éléments, c'était la vente de produits premium. En fait, ces appellations maintenant sont utilisées pour beaucoup de produits génériques et ils sont présentés comme d'autres marques. Et vous remarquerez que par exemple Beauty Bar pour les cosmétiques ou Stratwood pour l'ameublement, en fait, ils ont touché tous les secteurs, tous les marchés qui rapportent. Ils sont sur ces marchés-là aussi. Mais Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il se concentre vraiment sur l'univers du textile. En fait, sur la quarantaine de marques découvertes, il y en a 29 qui sont liées au monde de la mode. En 2018, ils ont réalisé 28 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la vente d'accessoires et de vêtements. À l'époque, les vendeurs sur Amazon, ils étaient un peu scandalisés parce que c'est une concurrence dissimulée. C'est pas déloyal, mais c'est dissimulé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été francs. Alors peut-être que c'est justement pour ne pas créer de tension avec les vendeurs, type vendeurs Amazon FBA, c'était pour pas rentrer en conflit directement avec eux et peut-être qu'ils ne voulaient pas freiner leur investissement dans la plateforme d'Amazon. Ou alors c'était pour affiner leur connaissance du marché et adapter au mieux leur offre aux consommateurs. Depuis, pour certaines marques, ils ont indiqué que ces marques appartenaient à Amazon. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le marché, dans le business de l'Amazon FBA pour essayer de gagner leur vie à temps partiel ou à temps complet grâce à cette possibilité. Mais il faut pas se leurrer, ils ne sont pas chez eux. Imaginez un centre commercial, les centres commerciaux actuels, je vous rappelle qu'il y a certaines tensions entre les producteurs et puis les distributeurs, entre les grandes enseignes où on achète nos produits et ceux qui les fabriquent. Lorsque t'es petit, t'es pas en situation de pouvoir critiquer Amazon. Si tu n'es pas content, ils peuvent déréférencer tes produits. C'est arrivé, je l'ai vu sur internet, ça arrivait plusieurs fois. Il y a eu un vendeur Amazon FBA, lui, il a eu de la chance, c'est directement le gouvernement qui a appelé Amazon. Et ça arrive régulièrement de se faire déréférencer, de se faire supprimer d'Amazon FBA et que ces vendeurs ne puissent plus exercer leur métier. La même tension qui peut exister entre les grandes enseignes et les petits producteurs peut exister entre les vendeurs Amazon et Amazon. Il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux et que même si à un moment ils gagnent beaucoup d'argent grâce à Amazon, il faut qu'ils aient leur propre portefeuille client parce que ces clients-là, ce sont des clients Amazon, c'est pas leurs clients et de fait, ils sont en situation de dépendance. Après, il y a des solutions pour que ces clients, les clients qui achètent via Amazon puissent être leurs clients. Mais bon, en tout état de cause, ne soyez pas dépendants d'Amazon. C'est une faiblesse. Est-ce que Amazon sera toujours là? Amazon sera un poids lourd pendant très longtemps. Est-ce que les vendeurs sur Amazon seront toujours là? Oui, mais dans quelle proportion? Et est-ce qu'ils arriveront toujours correctement à vivre d'Amazon, de leur vente Amazon? Parce que c'est pas dit que Amazon modifie les règles. Faut pas hésiter à protéger son bien, à protéger son chiffre d'affaires, à protéger sa vie, à construire des barrières qui vous permettent de survivre même face à des mastodontes. Ça me rappelle un peu cette histoire pour le tiramisu. Je ne sais pas si ils ont réussi à obtenir gain de cause, mais je vais vous en parler. Le tiramisu, en fait, c'est un gâteau italien et qui est connu dans le monde entier et qui rayonne dans le monde entier. Et du coup, on sait même pas si ça vient vraiment d'Italie. En plus, ils ont décliné ça sous différentes formes au fil des années. Et pour les Italiens, c'est une perte parce qu'ils considèrent que le tiramisu, étant donné que ça a un rayonnement national, un rayonnement international, c'est un trésor national pour eux. Il faut le protéger et parce que ça a un poids économique et c'est un poids politique.
c'est culturel. Et le tiramisu, ça représente 18% du PIB agroalimentaire de la région de Trévise, en Italie. C'est un agent économique important, le tiramisu là-bas. Ça représente aussi une image territoriale, une tradition locale, et ça attire aussi des touristes. Le fils de la créatrice du tiramisu regrette en fait que cette recette n'ait pas été brevetée. Parce qu'il faut protéger la recette, il faut protéger le nom pour que la qualité du gâteau, pour que l'image reste la même. Et le but des Italiens, c'est d'obtenir un label de spécialité traditionnelle garantie. Le label STG auprès de Bruxelles. Parce que en fait, ce label va leur permettre de promouvoir plus facilement la recette originelle du tiramisu. Et donc en fait, quand vous élaborez votre stratégie, que ce soit pour un projet professionnel ou privé, il faut penser à plusieurs éléments. Donc la protection, l'anticipation. Bien sûr que quand on a un projet, il faut charbonner pour le réaliser. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un moment, plus vous allez grimper, plus des gens vont chercher à vous savater, ou alors des événements vont venir savater votre élan. Donc si vous avez des objectifs personnels ou professionnels, n'oubliez pas d'anticiper, n'oubliez pas d'améliorer vos processus, d'améliorer les technologies que vous utilisez, de faire attention aux facteurs clés de succès. C'est un peu comme les gens qui étaient à l'époque du blogging, qui étaient tous en train de bloguer et qui n'avaient pas anticipé le fait que le trafic, l'engouement principal allait devenir YouTube, que les gens allaient s'accaparer cette plateforme et que l'avenir était là et que le maximum de trafic, il serait généré sur YouTube. Parce qu'il y a une époque, c'était pas les youtubeurs qu'on encensait, c'était les blogueurs. Bien, c'est terminé pour cette petite leçon de stratégie. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.